Décidé à surprendre ma belle-mère pour son anniversaire, j'ai annulé mon voyage d'affaires et je suis allé directement à la maison de campagne familiale. Et quand j'ai entendu la conversation de mon mari, déterminé à surprendre sa belle-mère pour son anniversaire, Apolline a annulé son voyage d'affaires et a pris le premier vol du matin pour rentrer, se rendant directement à la propriété familiale dans la vallée de la Chevreuse. Mais alors qu'elle montait le chemin de gravier, avant même d'atteindre les marches du perron, la voix de son mari lui parvint à travers une fenêtre entr'ouverte. Apolline se figea sur le porche latéral. Son mari n'avait aucune idée qu'elle se tenait juste à l'extérieur, et il continua de parler. C'est à ce moment précis qu'elle entendit les mots qui firent s'effondrer le sol sous ses pieds. Le plus important est qu'elle ne se doute de rien avant la fête, dit Grégoire. Sa voix passait à travers les rideaux de voile de la vieille fenêtre de la ferme. Apolline la reconnut immédiatement. Après tout, c'était son propre mari depuis 7 ans. Et si maman s'en aperçoit, demanda Blanche, sa sœur. Alors nous devrons tout accélérer. La maison et le terrain de 2 hectares sont ce dont nous avons besoin pour faire de l'argent. Et maman, elle ne signera pas l'acte de transfert volontairement. Tu sais à quel point elle est têtue. Elle le signera après la fête, une fois qu'elle sera toute émue de voir toute la famille réunie, répondit Grégoire avec désinvolture. Les gens s'attendrissent toujours dans ces moments sentimentaux. Et Apolline, et si elle devient méfiante, insista Blanche. Grégoire laissa échapper un rire sec, un rire bien plus empreint de dédain que d'humour. Apolline ne voit que ce que je lui permets de voir. 7 ans de mariage ont prouvé qu'elle ne sera pas un problème. Le sac de voyage affaibli glissa des doigts d'Apolline comme tiré par une force invisible, tombant lourdement dans l'herbe haute à côté de la clôture en bois. Elle ne réalisa même pas qu'elle l'avait laissé tomber. Ses yeux restaient fixés sur la fenêtre à guillotine fissurée, où le rideau de lin fin flottait dans la brise de l'après-midi. Le bouquet de chrysanthèmes frais qu'elle avait acheté chez le fleuriste de l'aéroport le matin même était déjà écrasé contre sa hanche. Au bout de l'allée, le chauffeur VTC manœuvrait sa berline dans le virage étroit, les pneus crissant sur le gravier meuble avant que le bruit du moteur ne s'estompe au loin, la laissant entièrement seule, face à la laide réalité. Elle était venue directement du terminal, sacrifiant une importante présentation de design d'entreprise juste pour faire une surprise sincère à Evelyne. Dans son esprit, elle avait répété chaque instant, comment elle franchirait la porte d'entrée, comment les yeux sévères d'Evelyne s'adouciraient en larmes de joie. Et comment elle partagerait la tarte artisanale aux cerises griottes qu'Apolline avait précommandée dans cette pâtisserie de luxe en ville, la seule pâtisserie que sa belle-mère jugeait digne d'être un dessert. Pendant tout le trajet depuis l'aéroport, Apolline avait pensé à la vieille maison, au porche qui en faisait le tour, aux lames de parquet en pruche qui craquaient, et à l'odeur douce et terreuse du trèfle fraîchement tondu. Depuis sa première visite des années auparavant, Apolline avait traité cette maison comme la sienne, même lorsque la famille elle-même la tenait à distance, une distance polie et soignée, mais néanmoins impossible à ne pas ressentir. Maintenant, au lieu de la chaleur festive, Apolline se tenait figée près de la clôture, écoutant son mari et sa belle-sœur comploter nonchalamment pour dépouiller leur mère vieillissante de sa maison. Reculant silencieusement, Apolline se retira vers le grand érable à sucre au fond du jardin et s'assit sur le banc en bois usé sous son dais. De là, la maison principale n'apparaissait que par fragments, le coin du porche grillagé, la ligne du toit en bardeaux de cèdre et le toit en métal de la cuisine d'été extérieure indépendante. La distance physique lui donnait de l'air pour respirer. Ses mains tremblaient violemment. Apolline entrelaça ses doigts, regardant les fleurs meurtries sur ses genoux. Quelques pétales jaunes étaient tombés sur l'ourlet de sa robe chemise en lin. Elle les écarta d'un geste mécanique et engourdi. Pendant 7 ans, elle avait cru que Grégoire était l'encre de sa vie. Un vice-président prospère dans une société de conseil régional. Bien soigné, impeccablement poli, ayant toujours la phrase juste pour chaque réunion sociale. Blanche, sa sœur, était une autre histoire. Une influenceuse de style de vie très exigeante qui avait bâti sa marque sur une élégance sans effort. À chaque brunch du dimanche et dîner de Thanksgiving, Apolline avait essuyé les commentaires passifs-agressifs de Blanche sur sa garde-robe, ses cheveux ou son tempérament calme. Au fil des ans, Apolline avait pris l'habitude d'acquiescer avant même d'avoir le temps de se sentir insultée. Et puis il y avait Evelyne, la matriarche du domaine, une femme à la colonne vertébrale d'acier et au regard qui pouvait flétrir n'importe qui en quelques secondes. Près d'Evelyne, Apolline se sentait toujours comme une étudiante anxieuse attendant d'être réprimandée. À côté d'eux, Apolline s'était lentement rendue invisible. Décoratrice d'intérieur de formation,
elle avait pratiquement dissous sa propre identité dans la famille de Valois après le mariage. Grégoire qualifiait régulièrement ses projets résidentiels de « petits passe-temps mignons ». Blanche se penchait nonchalamment sur la table pour ajuster le col d'Apolline ou critiquer sa posture. Lors des réunions de famille, Apolline passait 80% de son temps près de la cuisinière ou à faire la vaisselle plutôt qu'assise à table, se convainquant que cette soumission était un juste prix à payer pour appartenir à une famille aussi estimée. Apolline ne s'était jamais arrêtée pour se demander pourquoi le prix devait être si élevé. Mais maintenant, assise sous l'érable, lissant le cellophane froissé du bouquet, elle se posa la question qu'elle avait évitée pendant cette longue année. Ne m'ont-ils pas utilisé depuis le début? Il n'y avait pas de temps pour le découvrir, et elle n'avait pas non plus le courage d'annoncer son arrivée pour l'instant. La pelouse s'étendait vers l'ancienne remise à calèches indépendante à l'autre bout de la propriété, où Apolline avait séjourné le tout premier week-end où elle avait rencontré la famille de Grégoire. Ses pieds l'y portèrent instinctivement avant qu'elle ne fasse consciemment le choix. La remise était nichée, à moitié dissimulée par des buissons de lilas et de chèvrefeuilles envahissants. À l'intérieur, un silence tranquille flottait dans l'air. Presque rien n'avait changé, les rideaux en Vichy, l'odeur réconfortante de pain vieilli et de poussière, et la lame de parquet près du seuil qui gémissait sous le poids. En fouillant dans l'ancienne armoire pour chercher une couverture, la main d'Apolline effleura une solide boîte de rangement en carton. À l'intérieur se trouvaient des dizaines de feuilles de dessins d'architecture et de croquis enroulés, des dessins des premières années de son mariage qu'elle avait longtemps cru jeter. Dans le coin de chaque page, l'écriture soignée et nette d'Evelyne était signée avec une précision méticuleuse. Apolline déroula les dessins sur la table en peint un par un. Le papier avait jauni sur les marges, portant l'odeur sèche du cèdre. Evelyne avait toujours publiquement qualifié sa passion pour le design de perte de temps frivole. Pourtant, ici se trouvaient les croquis datés, catalogués et conservés année après année, sans qu'aucun ne soit jeté. Un plan particulier fit faire une pause à Apolline. Le plan complet de la cuisine d'été extérieure et de la terrasse qu'elle avait dessiné il y a 5 ans à la demande d'Evelyne. À l'époque, Grégoire avait dit à Apolline que sa mère détestait le plan et avait choisi le plan générique d'un entrepreneur local à la place. Apolline avait ravalé sa fierté et n'en avait plus jamais parlé. Sortant prudemment de la remise, Apolline se déplaça silencieusement le long du jardin de Vivace et jeta un coup d'œil par la fenêtre de la cuisine d'été rénovée. À l'intérieur, l'espace était une exécution parfaite au millimètre près de son plan original, les étagères flottantes ouvertes, l'îlot de préparation sur mesure, la teinte exacte de peinture taupe chaud sur les murs lambrissés. Jusqu'à l'emplacement des suspensions en laiton brossé qu'elle avait passé des semaines à perfectionner. Les seules différences étaient la décoration, des estampes encadrées inconnues, des poteries qu'elle n'avait jamais achetées, et un gant de jardinage dépareillé laissé sur le rebord que Apolline n'aurait jamais placé là. Quelqu'un avait pris toute sa vision créative, l'avait construite à la lettre, et avait délibérément effacé son nom du crédit sans prononcer un seul mot. Apolline retourna à la remise et s'assit sur le bord du lit en fer, fixant la boîte de croquis. L'idée d'entrer simplement dans la maison principale, de sourire et de prétendre qu'elle n'avait pas entendu leur conversation intrigante lui semblait impossible. Elle ne savait plus à qui dans cette famille on pouvait faire confiance et qui était un ennemi. Elle décida de rester silencieuse dans la remise un peu plus longtemps jusqu'à ce qu'elle puisse comprendre la véritable ampleur de ce qui se passait. Avant qu'elle ne puisse finir sa pensée, la porte moustiquaire arrière de la maison principale claqua et Evelyne sortit sur le porche. La femme plus âgée ne ressemblait en rien à quelqu'un sur le point de célébrer un anniversaire marquant. Ses épaules étaient affaissées, sa démarche lourde, son visage sévère marqué d'un épuisement pur. Chaque pas semblait exiger un effort qu'Apolline ne lui avait jamais vu exercer auparavant. Apolline fit instinctivement un pas en avant, mais l'iPhone dans la main d'Evelyne sonna brusquement. Evelyne répondit là, sur le porche, ignorant qu'Apolline se tenait au coin du sentier du jardin. Non, Grégoire, je ne signe aucun acte de propriété ou de renonciation aujourd'hui, lança Evelyne au téléphone. Elle fit une pause, fermant les yeux fermement pour retrouver son sang-froid. Parce que je sais exactement pourquoi toi et Blanche êtes si pressés de mettre cet endroit sur le marché. Ne me traite pas comme une vieille femme sénile qu'on peut acheter avec une tarte aux cerises et un bouquet de fleurs du magasin. Apolline se tenait immobile derrière les arbustes. Sa belle-mère savait tout. Evelyne était clairement sortie pour échapper à la pression incessante de son fils. Pourtant, même ici, elle ne pouvait pas échapper à ses appels. Apolline sortit à découvert, tenant le bouquet abîmé mais toujours respectable. Evelyne se retourna, devenant pâle à la vue de sa belle-fille.
Un instant plus tard, de manière inattendue, la femme plus âgée fit 2 pas rapides en avant et serra Apolline dans une étreinte féroce et tremblante. « Tu es venu, murmura Evelyne. « Je suis venu, dit doucement Apolline. Je voulais te faire une surprise. Joyeux anniversaire, Evelyne. Merci. Je pensais honnêtement que tu ne reviendrais plus jamais ici, le commentaire surprit Apolline. Pourquoi penserais-tu ça? Oh, ce n'est rien, murmura Evelyne, détournant rapidement le regard vers les fleurs. Des chrysanthèmes, tu sais, j'ai toujours préféré les roses de jardin, n'est-ce pas? Je sais, mais le fleuriste de l'aéroport n'avait plus de roses. Il ne restait que celle-ci. Peu importe, soupira Evelyne, portant les fleurs à son visage, même si elles avaient peu de parfum. Ce qui compte, c'est que tu sois là, pas les fleurs. D'après le regard méfiant d'Evelyne, Apolline pouvait dire que la femme plus âgée soupçonnait qu'elle avait entendu la conversation près de la fenêtre, mais aucune des 2 femmes n'en parla directement. Apolline n'eut pas le courage de forcer la confrontation à ce moment-là. Terrifiée que tout ce qu'elle dirait sonnerait comme une accusation ouverte. Peu de temps après, la famille se rassembla autour de la table en osier sur le porche grillagé. La nappe en lin sentait l'amidon frais. Sur la table se trouvait la tarte artisanale aux cerises griottes, légèrement ramollie par l'humidité de la fin de l'après-midi. Grégoire feignit un étonnement de maître en voyant sa femme entrer. « Apolline, d'où sors-tu » Il ouvrit grand les bras, s'avançant avec un sourire éclatant et sans effort. « Directement de l'aéroport. Je voulais faire une surprise à Evelyne. »« Tu es incroyable, chérie. » Grégoire l'embrassa doucement sur la joue. « Heureusement que je n'étais pas ici avec une maîtresse, hein ?» Il rit de sa propre blague de mauvais goût. « Alors la surprise aurait été pour moi, » répondit Apolline d'un ton égal, retenant toute trace de tremblement dans sa voix. « Tu m'as manqué, » dit Grégoire, ne remarquant pas la froideur dans ses yeux avant de se lancer dans un récit théâtral de son choc lorsqu'elle était apparue. Blanche sourit doucement en versant du café glacé d'une carafe en verre, louant la tarte sans la moindre culpabilité quant au complot auquel elle avait participé 20 minutes plus tôt. « J'adore les cerises griottes, » gazouilla Blanche, se servant une généreuse part. « Maman, tu dois admettre qu'Apolline est une perle. Elle s'est souvenue de ta préférée. »« Oui, une perle, » confirma tranquillement Evelyne, son ton indéchiffrable. Pour tout observateur occasionnel, le dîner de famille semblait pittoresque. Mais Apolline voyait maintenant chaque fissure dans la façade. Grégoire observait sa mère avec une vigilance prédatrice, mesurant chaque micro-réaction à ses conversations légères. Blanche intervenait pour détourner le sujet chaque fois que la conversation dérivait vers l'entretien de la propriété ou les impôts fonciers. Evelyne toucha à peine à sa nourriture, une femme qui s'était vantée pendant des décennies d'organiser de somptueux dîners de campagne. « Alors, comment était la conférence à Lyon » demanda Grégoire en coupant sa croûte. « Je l'ai annulée, » dit Apolline. « Elle voulait être ici avec la famille, et elle a eu raison de le faire, » intervint rapidement Blanche. « Maman voulait que nous soyons tous sous le même toit. » Apolline regarda Evelyne, espérant une réaction, mais la matriarche se contenta de pousser un morceau de tarte sur son assiette en porcelaine vintage. « Les jardins ont l'air particulièrement bien entretenus cet été, » nota Apolline, forçant un ton léger et conversationnel. La cuisine d'été semble sortie d'un magazine. Qui a finalement conçu la rénovation? Blanche se figea une fraction de seconde, la carafe en verre s'inclinant légèrement dans sa main alors qu'une goutte de café glacé éclaboussait le bord d'une tasse. C'est maman qui s'en est occupée, dit Blanche en douceur. Elle a géré l'entrepreneur elle-même. Elle n'a même pas eu besoin d'engager un designer. Vraiment? Apolline se tourna vers Evelyne. Je n'aurais pas deviné que tu entreprendrais une rénovation architecturale complète toute seule. Les jointures d'Evelyne se resserrèrent légèrement contre sa fourchette. Quand quelqu'un veut que quelque chose soit bien fait, il trouve un moyen, dit-elle doucement. Gardant le regard baissé, Apolline laissa tomber le sujet, sachant qu'une conversation honnête à cette table était impossible. En sirotant son café, un souvenir d'il y a 3 semaines remonta à l'esprit d'Apolline, un souvenir qu'elle avait précédemment ignoré. Un numéro masqué lui avait envoyé quelques SMS énigmatiques prétendant que Grégoire restait tard au bureau en bonne compagnie. À l'époque, Apolline avait supposé que c'était du spam ou un troll malveillant essayant de saboter son mariage. Fière de sa confiance et de sa loyauté, elle avait simplement supprimé la conversation. Assise en face de son mari,
Apolline réalisa que ces SMS n'avaient pas été une provocation aléatoire. C'était un avertissement. La femme derrière eux était bien réelle. Son nom était Nathalie Dubois, 34 ans, une directrice marketing senior brillante au sein du cabinet de conseil où Grégoire était directeur associé. Nathalie était ambitieuse, impeccablement soignée, et habituée à prendre tout ce qu'elle désirait sans se soucier des dommages collatéraux. Elle savait que Grégoire était marié depuis le premier jour, mais considérait Apolline comme une remplaçante temporaire, une épouse fade et effacée. Grégoire se débarrasserait inévitablement d'elle une fois que ses ambitions dépasseraient sa vie domestique. Le problème était que Nathalie détestait attendre. Quand il devint clair que Grégoire traînait des pieds pour demander le divorce, Nathalie décida de forcer le calendrier. En Blanche, elle avait trouvé l'opératrice interne parfaite. Blanche en voulait à Apolline depuis des années, désireuse d'échanger des informations familiales confidentielles en échange de l'aide de Nathalie pour que Grégoire liquide la propriété de la vallée de Chevreuse. Une vente qui rapporterait à Blanche une somme substantielle de la succession divisée de sa mère. Les deux femmes s'étaient rencontrées lors d'un gala d'entreprise organisé par Grégoire quelques mois plus tôt. Autour d'une coupe de champagne, Blanche avait levé les yeux au ciel. Apolline, c'est une petite décoratrice d'intérieur insipide. Dans notre famille, c'est essentiellement un passe-temps non rémunéré. Reconnaissant un manque de conscience mutuelle, Nathalie et Blanche avaient formé une alliance, s'envoyant des SMS quotidiens pour coordonner la stratégie de sortie de Grégoire et pousser à la vente de la propriété. Le lendemain matin à la ferme, le téléphone d'Apolline vibra avec un SMS entrant d'un autre numéro inconnu. C'était une photo nette. Grégoire assis dans un coin chic d'un café du centre de Paris, se penchant de près sur la table en marbre vers une jolie brune au brushing impeccable. Le langage corporel était sans équivoque. Il ressemblait à deux personnes sans aucune barrière entre elles. La légende en dessous disait « Tu penses vraiment qu'il est coincé dans des réunions budgétaires tard le soir ?» Apolline fixa longtemps l'écran lumineux. Elle sentit la terreur froide qu'elle avait refoulée pendant des mois refaire surface, vive et indéniable. Mais elle ne cria pas, et elle ne jeta pas son téléphone. Au lieu de cela, elle se versa un café noir dans une vieille tasse en céramique ébréchée, la seule dans la cuisine qu'elle aimait vraiment. Elle décida de découvrir chaque fait avant de montrer à son mari la moindre parcelle d'émotion. Le reste de la journée se passa tranquillement. Apolline organisa les dessins vintage dans la remise et aida Evelyne à désherber les carrés de fines herbes surélevées dans le jardin arrière. Leur conversation se limita à la chaleur torride d'où et au sol sec. Quand Grégoire rentra de la ville ce soir-là, desserrant sa cravate en soie avec un charme fatigué et étudié, Apolline agit de manière tout à fait normale. « Comment s'est passée ta journée ici, chérie ?» demanda-t-il. « Calme. Je me suis promené. J'ai nettoyé quelques vieilles choses dans la remise. » Quel genre de choses? Juste du vieux bazar. Je suis épuisé, cependant. Je vais me coucher tôt. Grégoire lui lança un regard rapide et calculateur. Il s'était clairement préparé à une explosion ou à un interrogatoire sur son retour tardif. Prêt avec un alibi répété sur une urgence client inattendue. Le calme imperturbable d'Apolline le déstabilisa. Il déstabilisa encore plus Nathalie lorsque Blanche rapporta le silence d'Apolline le lendemain matin. Nathalie s'était attendue à des larmes, des cris publics, ou une confrontation désordonnée qui pousserait Grégoire hors de la maison une fois pour toutes. Au lieu de cela, elle obtint un silence impénétrable. Evelyne fut la première à remarquer le changement. Au petit-déjeuner le lendemain matin, après le départ de Grégoire pour son trajet. Une poêle en fonte était sur la cuisinière, grésillant avec des œufs oubliés. Evelyne tendit finalement la main pour éteindre le brûleur à gaz. « Tu as découvert, n'est-ce pas ?» demanda Evelyne sans détour. « Je pense que oui », répondit Apolline. Evelyne laissa échapper une longue et rauque expiration comme si elle avait porté un rocher sur sa poitrine pendant des semaines. « Je soupçonne Grégoire de voir quelqu'un depuis un certain temps. Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit ? Parce que tu devais le voir de tes propres yeux, Apolline. Si cela venait de ta belle-mère, tu l'aurais mis sur le compte de l'ingérence familiale ou de la paranoïa d'une mère surprotectrice. Sais-tu qui elle est? Non. Mais je connais mon fils. Quand un homme comme Grégoire s'attache à quelqu'un de nouveau, ce n'est jamais juste une question de romance. C'est une question de levier. Apolline regarda ses mains. Qu'est-ce que je suis censé faire maintenant? Ce que j'aurais dû faire avec le père de Grégoire il y a 35 ans,
dit Evelyne, fixant son café noir tiède. Ne ferme pas les yeux en espérant que ça se résoudra comme par magie. Ça ne disparaît pas. Ça ne fait que s'envenimer. Et la facture arrive plus tard avec des intérêts. Qu'est-il arrivé avec son père? C'est une histoire pour un autre jour, Apolline. Mais crois-moi quand je te dis que chaque jour, je regrette de ne pas être parti plus tôt. C'est pourquoi j'ai gardé tous tes dessins d'architecture dans cette armoire. Je voulais qu'au moins une personne dans cette famille s'accroche à quelque chose d'authentique qui n'est pas à être enterré. L'avertissement d'Evelyne se révéla prémonitoire plus tôt que prévu. Grégoire était endetté personnellement, et Nathalie savait que s'il partait avec sa part des terres de la vallée de Chevreuse après un divorce sans histoire, il serait un partenaire bien plus lucratif qu'un cadre endetté lié à un patrimoine conjugal commun. 2 nuits plus tard, Grégoire posa plusieurs épais dossiers en papier craft sur la table de la cuisine. Le papier juridique frais sentait encore l'encre d'imprimante. C'est juste de la planification successorale standard, dit Grégoire en douceur, débouchant un stylo Mont Blanc et le lui tendant. Maman veut que tous les titres de propriété soient structurés correctement tant qu'elle est encore saine d'esprit. Qu'est-ce que je signe exactement, Grégoire? Apolline, allons. Tu ne remettais jamais ces choses en question avant, lança-t-il, une fine pointe d'irritation perçant à travers son charme. Je ne remettais pas beaucoup de choses en question par le passé, dit Apolline, laissant le stylo sur la table. C'est le domaine de ma famille. Ça n'a rien à voir avec toi. Si ça n'a rien à voir avec moi, pourquoi as-tu besoin de ma signature sur une renonciation du conjoint? Grégoire la fixa pendant plusieurs secondes, sa mâchoire se crispant alors qu'il essayait de comprendre ce qui avait changé. Finalement, il rassembla les dossiers, marmonna qu'il ne la forcerait pas, et se précipita dans la chambre d'amis, claquant la porte derrière lui. Apolline resta seule dans la cuisine sombre, fixant l'auréole de condensation laissée sur la table en chêne où les documents avaient reposé. L'après-midi suivant, Blanche passa sous prétexte de déjeuner, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir de la cuisine tout en remuant une tasse de thé chai. « Et, Apolline, as-tu déjà regardé le titre de propriété de ton appartement à Boulogne récemment? Juste par curiosité. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est à nos deux noms. C'est un bien conjugal. Oh, qui sait comment Grégoire a structuré l'acte à l'époque? Des choses arrivent. Blanche haussa les épaules avec un sourire léger et innocent et sortit. Cette nuit-là, Apolline fouilla le tiroir du bas du bureau en acajou de Grégoire, un tiroir qu'elle n'avait jamais ouvert en 7 ans de confiance inconditionnelle. En passant au crible de vieilles déclarations d'impôts et des dossiers, elle trouva un acte de renonciation notarié et une renonciation irrévocable du conjoint daté de 3 ans. L'appartement en duplex à Boulogne qu'Apolline croyait qu'il possédait en commun avait été légalement transféré entièrement à la fiducie familiale d'Evelyne des années auparavant. Apolline se souvenait vivement de ce jour. Grégoire l'avait submergée de jargon sur les abris fiscaux, la protection de la responsabilité contre d'éventuels audits d'entreprise, et des assurances que c'était une paperasse purement routinière. Chez le notaire, Apolline avait signé là où son doigt pointait, lui faisant aveuglément plus confiance qu'à elle-même. Réaliser qu'il l'avait systématiquement dépouillé de ses droits de propriété pendant des années fut comme un coup de poing dans les côtes. Pendant ce temps, Apolline avait discrètement recommencé à prendre des clients de design d'intérieur indépendants, essayant de reconstruire son portfolio professionnel. Blanche en informa immédiatement Nathalie. Nathalie y vit une opportunité de presser financièrement Apolline. Utilisant son réseau de relations publiques marketing, Nathalie contacta les clients résidentiels potentiels d'Apolline sous le couvert d'une initiée de l'industrie, murmurant qu'Apolline n'était pas fiable, techniquement incompétente, et faisait face à des litiges juridiques. En une semaine, le premier client résidentiel majeur d'Apolline se retira, invoquant un changement inattendu dans leur budget de rénovation. Quelques jours plus tard, un deuxième client annula sa consultation, suivi d'un troisième. Au début, Apolline se blâma. Elle veillait tard, réexaminant ses planches de conception, cherchant des défauts inexistants dans ses rendus 3D. Grégoire joua son rôle de sympathie répété à la perfection. S'appuyant contre son bureau à dessin, il soupira doucement. « Chérie, peut-être que tu ne devrais pas te soumettre à nouveau à ça. Tu es dévastée chaque fois que quelqu'un se retire. Pourquoi te torturer avec une entreprise qui ne décolle clairement pas? Et si ce n'est pas mon travail? Et si quelqu'un me sabotait activement? » Grégoire laissa échapper un rire dédaigneux. « Apolline, qui diable se soucierait assez de ton passe-temps de design de boutique pour le saboter?
C'est ridicule. Apolline le fixa, épuisée. Elle s'assit dans son petit bureau à domicile, examinant les emails d'annulation des clients. Chaque réponse était polie, aseptisée, et étrangement uniforme. Les circonstances ont changé. Nous avons décidé de reporter notre rénovation. La formulation identique indiquait une influence extérieure. Apolline appela Rachel, une camarade de classe de confiance qui dirigeait une entreprise de homestaging prospère à Paris. « Rachel, as-tu entendu quelque chose d'étrange sur mon studio de design dans les couloirs ?» Rachel hésita. « En fait, oui. Quelqu'un a contacté un de mes contacts entrepreneurs en se faisant passer pour une ancienne associée à toi. Elle a laissé entendre que tes plans avaient des défauts structurels majeurs. J'ai supposé que c'était des commérages mesquins et je ne voulais pas te stresser. As-tu eu un nom? À quoi ressemblait-elle? Femme. Très soignée, parlant vite, ton marketing d'entreprise. Apolline la remercia et raccrocha. Le soupçon se solidifia en une certitude glaciale. Quelqu'un empoisonnait systématiquement sa carrière. Nathalie, ivre de sa propre intelligence, devint bientôt imprudente. 2 jours plus tard, Apolline descendait le couloir de l'étage en portant un panier de linge quand elle entendit Grégoire parler au téléphone dans son bureau. « Écoute, ta petite Apolline vient de perdre un autre projet. » La voix de Nathalie passa clairement par le haut-parleur. Apolline se figea devant la porte, retenant son souffle. « Tu te mêles trop de ça, Nathalie, dit Grégoire, sont ton enjoué mes réprobateurs. Laisse-moi gérer mes propres affaires. » J'accélère simplement ce que tu es trop lâche pour finir, rétorqua Nathalie. Combien de temps vas-tu encore faire traîner ce divorce? Quand est-ce qu'elle déménage? Bientôt. Tout se met en place, promit Grégoire. Apolline fit demi-tour sans bruit, descendit les escaliers et posa le linge. Elle sortit sur le porche et inspira l'air frais du soir. Tout se met en place. La phrase était une copie conforme de ce qu'il avait dit à Blanche derrière la fenêtre entr'ouverte de la ferme. Cette nuit-là, Apolline regarda Grégoire à travers le salon. « J'ai besoin d'espace. Je veux que nous nous séparions. » Grégoire cligna des yeux, pris au dépourvu. « Nous séparer? Qu'est-ce que tu veux dire par tu pars? Je prends du temps pour moi. Je ne me reconnais pas quand je vis avec toi. » Grégoire se tut un instant. Puis son visage se détendit en une expression de soulagement dissimulé. « Honnêtement, c'est peut-être mieux ainsi. Le travail m'a trop demandé ces derniers temps. » Et quoi? Rien. Oublie. Dans ses yeux, Apolline vit l'expression indubitable d'un homme qui venait de se voir accorder une sortie facile tout en cherchant une excuse. « Grégoire, vois-tu quelqu'un d'autre? Es-tu folle? Ne commence pas à imaginer des choses, se défendit-il automatiquement. Apolline ne discuta pas. Elle prépara ses affaires essentielles et emménagea dans un studio de location à court terme en ville. Elle commença à tenir un tableur détaillé, recoupant les dates exactes où ses clients de design avaient annulé avec les horodatage des appels malveillants que les contacts de Rachel avaient signalés. Chaque annulation se produisit directement après qu'elle ait surpris la famille à la ferme de la vallée de Chevreuse, éliminant toute possibilité de simple coïncidence. Pendant cette période éprouvante, Apolline emmena Evelyne à un suivi cardiologique de routine au centre médical régional. Le couloir de la clinique sentait l'antiseptique et la cire à sol industriel. Alors qu'Apolline feuilletait un magazine démodé dans la salle d'attente, la porte de la salle d'examen s'ouvrit. Un grand médecin en blouse blanche sortit, tenant un presse-papier. « Madame de Valois ?» Il leva les yeux et son regard se posa sur Apolline. « Apolline. » La salle d'attente devint silencieuse. « Julien, » murmura Apolline. « Docteur Julien Ambert. » Il y a 8 ans, ils avaient été le premier grand amour l'un de l'autre, le genre de connexion profonde et dévorante où le mariage était une certitude une fois leurs études supérieures respectives terminées. Mais leur relation avait implosé du jour au lendemain après un malentendu dévastateur que ni l'un ni l'autre n'avait eu la maturité émotionnelle de démêler, choisissant la sécurité froide du silence plutôt que l'agonie de la confrontation. « Tu exerces ici ?» demanda Apolline, la voix haletante. « J'ai pris le poste de médecin généraliste ici il y a 2 ans, répondit Julien, encore en train de digérer sa présence. « Et tu es avec Madame de Valois ?»« Ma belle-mère, un contrôle de routine. » « Belle-mère » répéta lentement Julien. « Donc,
Tu es marié depuis 7 ans maintenant. 7 ans, fit écho Julien, hochant faiblement la tête. Eh bien, entrez. Occupons-nous de Madame de Valois. 3 jours plus tard, Julien appela le portable d'Apolline sous le prétexte professionnel d'ajuster la prescription de tension artérielle d'Evelyne, bien que tous deux sachent que l'appel concernait quelque chose de plus profond. Ils commencèrent à se voir prudemment, d'abord pour de brefs rendez-vous de 10 minutes à l'extérieur de la clinique, puis autour d'un café noir dans un restaurant calme en périphérie de la ville. Apolline se retrouva à anticiper ces rencontres avec une intensité qui la terrifiait. « Ça ne me semble pas juste », avoua-t-elle un après-midi, fixant sa tasse. « Sur le papier, je suis toujours une femme mariée. »« Je sais, et je ne te pousse pas, Apolline. C'est juste que je ne peux même pas expliquer pourquoi je continue de venir ici. Pourquoi penses-tu que tu viens ?» Apolline regarda par la fenêtre du restaurant les piétons sur le trottoir. « Parce que quand je suis assise en face de toi pendant 30 minutes, je cesse d'être la femme qu'on a prise pour une idiote. Je redeviens moi-même au lieu du fantôme docile que je suis devenu dans ce mariage. » Julien tendit la main sur la table, couvrant la sienne de la sienne. Mais chaque fois qu'Apolline retournait à son appartement temporaire, la culpabilité la rongeait, même si elle savait que Grégoire avait trahi leur vœu bien avant qu'elle ne renoue avec Julien. Par-dessus tout, elle avait besoin de comprendre pourquoi sa relation avec Julien s'était brisée il y a 8 ans. La vérité se révéla bien plus sombre qu'elle n'aurait pu l'imaginer. 8 ans auparavant, Julien avait été impliqué dans un accident de voiture presque mortel, passant 3 semaines dans une unité de soins intensifs avec des visites restreintes. À l'époque, Apolline effectuait un stage de design d'été intensif à Marseille. Lorsqu'elle apprit l'accident, elle se prépara à réserver un vol de nuit immédiatement, mais Grégoire, alors le plus proche ami de fraternité de Julien, intervint, affirmant que les blessures étaient mineures et proposant de se rendre à l'hôpital pour prendre des nouvelles de Julien en son nom. Au lieu de cela, Grégoire rendit visite à Julien à son chevet, effaça les SMS entrants du téléphone endommagé de Julien, et utilisa plus tard l'ordinateur de bureau commun de leur appartement partagé pour envoyer un email de rupture froid et venimeux à Julien sous le nom d'Apolline. Grégoire appela ensuite Apolline à Marseille, l'informant froidement que Julien avait quitté l'hôpital et était parti de l'État avec une ancienne petite amie de fac sans laisser d'adresse. Dévastée et le cœur brisé, Apolline et Julien avaient accepté les mensonges, pensant leur fierté en silence. La tromperie fut découverte lorsque Julien, en déballant de vieilles boîtes de rangement après un récent déménagement, trouva une copie imprimée de l'email de rupture brutale. En le relisant des années plus tard avec une objectivité clinique, il remarqua des tournures de phrases qu'Apolline n'avait jamais utilisées de sa vie. Julien apporta l'imprimé jauni à leur prochaine rencontre. « Je n'ai jamais écrit ça, » dit Apolline, les larmes aux yeux en lisant le texte cruel. « Pas un seul mot. »« Je l'ai réalisé au moment où je l'ai relu la semaine dernière, » dit tranquillement Julien. « Mais à l'époque, j'étais brisé et sous de lourds médicaments. J'étais trop dévasté pour le remettre en question. » « Qui avait accès à mon email de bureau à l'époque » murmura Apolline, un frisson lui parcourant l'échine. Ils se regardèrent alors que la prise de conscience se fit simultanément. Grégoire était la seule personne qui vivait avec Julien et avait un accès illimité à cet ordinateur domestique partagé. « C'était mon meilleur ami » dit Julien en se passant la main sur le visage. Il savait tout, et il est resté silencieux pendant 7 ans. Récupérer les années perdues, cependant, était loin d'être simple. Julien était maintenant un père célibataire divorcé, élevant des jumelles de 6 ans, Ambre et Prune. Son mariage hâtif avec leur mère, Pauline, peu après sa convalescence, avait été une tentative désespérée de combler le vide laissé par Apolline. Le mariage s'était soldé par un divorce 2 ans auparavant. Ambre était introvertie, observatrice et méfiante envers les étrangers. Prune était un tourbillon d'émotions brutes, disant ce qu'elle pensait sans filtre. La plus grande peur de Julien était de perturber la fragile stabilité émotionnelle qu'il avait mis 2 années angoissantes à construire pour ses filles. « Je ne peux pas te laisser entrer dans leur vie pour disparaître si les choses se compliquent, » dit Julien à Apolline au restaurant. « Je ne peux pas promettre que je ne ferai jamais d'erreur. »« Julien, le peux-tu ? » ?»« Non. »« Alors pourquoi as-tu peur de moi ?» Julien la regarda avec une honnêteté perçante. « Parce que te perdre une fois m'a presque détruit. »« Ça m'a presque détruite aussi, » murmura Apolline. « J'étais juste meilleure pour cacher les décombres. » Leur première rencontre avec les jumelles eut lieu de manière organique dans une aire de jeu de quartier. Ambre était assise sur un banc de parc, les bras croisés,
regardant Apolline avec un scepticisme prudent. Prune accourut immédiatement, son sac à dos pendant d'une épaule. « Tu es l'ami de mon papa ?» demanda Prune en levant les yeux. « Je le suis », sourit Apolline. « Sais-tu dessiner ? » « En fait, dessiner, c'est mon travail. Je conçois des maisons entières avec des toits et des chambres, des toits, des fenêtres et des chambres sur mesure. » Prune attrapa la main d'Apolline et l'entraîna directement au bac à sable pour inspecter un château de sable de travers. 10 minutes plus tard, Ambre s'approcha tranquillement, s'asseyant à côté d'eux sur le bord en bois du bac à sable, regardant silencieusement Apolline aider Prune à redresser les murs du château. Blanche, qui surveillait les mouvements d'Apolline par le biais de connaissances communes, découvrit qu'Apolline avait été vue avec Julien et transmit immédiatement la nouvelle à Nathalie. Nathalie paniqua. Si Apolline engageait le divorce de son propre chef et obtenait un système de soutien indépendant, Apolline pourrait engager un expert comptable pour contester les actifs cachés de Grégoire. Nathalie décida d'éliminer la menace avant qu'elle ne s'aggrave. Nathalie retrouva le profil de la clinique de Julien et envoya à Apolline une photo anonyme montrant Julien parlant avec une femme séduisante devant l'entrée de l'hôpital avec la légende « Tu pensais vraiment que tu étais la seule ?» Un vieux traumatisme éclata dans la poitrine d'Apolline, mais son histoire douloureuse lui avait appris une règle vitale. Ne jamais tirer de conclusions hâtives sans une conversation en face à face. Elle appela Julien ce soir-là. « Julien, qui était la femme devant les portes de la clinique hier ?» Julien répondit calmement, sans se défendre. C'était Madame Durand. Son fils de 8 ans a un asthme sévère, et nous discutions de son dosage d'inhalateur après sa sortie. Il n'y a jamais eu rien de personnel entre nous. Apolline expira. Quelqu'un essaie très fort de nous séparer. Tu n'as aucune idée, murmura Julien. Apolline expliqua les emails fabriqués, les annulations de clients et la piste du marketing d'entreprise. L'expression de Julien se durcit. Pourquoi ne m'as-tu pas dit que cela se passait ? Je ne voulais pas que tu penses que je traînais une montagne de bagages dans ta vie. Apolline, les problèmes que tu me caches me font 10 fois plus peur que les problèmes que tu partages avec moi. La prochaine attaque de Nathalie fut plus vicieuse. Elle envoya une lettre recommandée anonyme à la clinique de Julien, affirmant qu'Apolline était noyée sous des dettes de consommation secrète et exploitait Julien pour un soutien financier et pour se venger de Grégoire. Julien, troublé par des détails intimes sur le passé d'Apolline que seul un initié pouvait connaître, confronta Apolline lors de leur prochaine rencontre. « Apolline, es-tu avec moi parce que tu veux vraiment être ici, ou as-tu juste besoin d'une porte de sortie pour quitter Grégoire ?» Apolline sentit le souffle lui manquer. « Tu crois honnêtement que je t'utilise ? J'ai reçu une lettre anonyme remplie de détails que seul ton cercle intime connaîtrait. Qu'est-ce que je suis censé penser ? Tu es censé faire confiance à la femme qui se tient devant toi plutôt qu'à un morceau de déchet anonyme, dit Apolline en tournant les talons et en s'éloignant. Ils passèrent 4 jours dans un silence angoissant. Pendant ces jours, Apolline réalisa à quel point Julien s'était profondément ancré dans son cœur. Pendant ce temps, à l'heure du coucher, Prune leva les yeux vers Julien alors qu'il l'abordait. « Est-ce qu'Apolline va revenir ? » « Je ne sais pas, ma chérie, » admit Julien. « Alors tu as tout gâché, » dit Prune avec une honnêteté brutale de 6 ans. Quand on aime quelqu'un, on ne lui fait pas de mal. C'est Ambre qui t'a dit de dire ça ? Non, j'y ai pensé toute seule. Mais Ambre pense aussi que tu as tout gâché. Cette simple sagesse enfantine brisa l'orgueil de Julien. Cette même nuit, il se rendit directement à l'appartement studio d'Apolline. Apolline ouvrit la porte en portant un jogging usé, un crayon à dessin d'architecte glissé derrière l'oreille. J'étais terrifié, admit Julien sur le seuil, terrifié de faire entièrement confiance et de tout perdre à nouveau. Et j'étais terrifié que tu ne croirais jamais vraiment en moi, répondit doucement Apolline. Je suis désolé. J'aurais dû te demander directement au lieu de laisser la lettre d'un étranger s'immiscer dans ma tête. Et j'aurais dû être transparente dès le début au lieu d'espérer que la tempête passerait toute seule. Ils se réconcilièrent cette nuit-là, établissant un pacte indissoluble. Plus de souffrance en silence et chaque doute serait exprimé à voix haute immédiatement. Ayant échoué à saboter la vie personnelle d'Apolline, Nathalie et Blanche lancèrent une dernière campagne de terre brûlée contre sa carrière. Elles envoyèrent des emails en masse anonymes à des constructeurs et des propriétaires haut de gamme de la vallée de Chevreuse, alléguant faussement qu'Apolline avait plagié des plans de grands cabinets d'architecture. Plusieurs clients importants résilièrent immédiatement leur contrat pour éviter des complications juridiques. Grégoire,
apprenant les retombées d'un entrepreneur, se présenta à l'appartement d'Apolline avec un sourire mielleux. « Je peux arranger tout ça, Apolline, » dit Grégoire en entrant sans enlever ses mocassins en cuir. « Laisse tomber les histoires de divorce, retourne à l'appartement, ferme ce petit studio, et arrête d'essayer de gérer des choses qui te dépassent complètement. »« Tu veux que je renonce à la seule chose qui me fait me sentir entière ?» répondit Apolline, sa voix dangereusement calme. « J'essaie de t'éviter de t'humilier, » ricana Grégoire. « Pourquoi te battre pour une entreprise qui s'effondre déjà ? » « Parce que c'est moi qui décide de ce qui vaut la peine de se battre, Grégoire. Pas toi. » Grégoire leva les mains en signe d'exaspération feinte. « Très bien, mais ne viens pas pleurer quand tu seras en faillite. » Apolline réalisa que son aide n'était rien de plus qu'une tentative de la ramener dans une dépendance financière et émotionnelle totale. Elle le refusa sans adoucir ses mots. Julien, apprenant ses difficultés professionnelles par une connaissance commune, fit sa propre erreur. Voulant la protéger, il utilisa discrètement ses relations au sein d'un conseil d'administration d'hôpital pour faire pression sur un client commercial afin qu'il réengage le studio d'Apolline. Lorsque le client mentionna par inadvertance l'intervention de Julien lors d'une visite de chantier, Apolline fut furieuse. « Tu m'as traité comme si j'étais sans défense », confronta-t-elle Julien ce soir-là. « Je n'ai pas besoin d'un sauveur, Julien. J'ai besoin de me tenir sur mes propres jambes. Je t'aime, Apolline. J'essayais juste d'aider. L'amour, ce n'est pas le contrôle. J'ai passé 7 ans sous la coupe d'un homme qui contrôlait chaque aspect de ma vie sous prétexte de prendre soin de moi. Je ne suis pas Grégoire, cria Julien, piqué au vif. Je sais que tu ne le es pas, répondit Apolline en baissant la voix. Mais le résultat est le même. La décision a été prise sans mon consentement. Julien resta assis dans un silence pesant, digérant ses paroles. Quand il parla enfin, son arrogance avait complètement disparu. Que aurais-je dû faire ? Tu aurais dû me demander si je voulais de l'aide et respecter ma réponse, même si cette réponse était non. Cette dispute devint un tournant décisif. Julien apprit qu'Apolline n'avait pas besoin d'un tuteur. Elle avait besoin d'un partenaire égal. Et Apolline reconnut que les actions de Julien venaient d'une attention sincère, et non d'un désir de domination, apprenant à cesser de projeter la toxicité de son ex-mari sur les intentions de Julien. Armée d'une nouvelle clarté, Apolline entreprit de démanteler elle-même la campagne de diffamation. En examinant les emails diffamatoires anonymes tard dans la nuit, Apolline reconnut des mots-clés marketing et des structures de phrases spécifiques. La formulation distinctive exacte que Blanche utilisait constamment sur ses réseaux sociaux. Apolline convoqua Blanche dans un café animé en ville. « Pourquoi nous rencontrons-nous ici ?» demanda Blanche en se glissant dans la banquette et en commandant un latte glacé à la vanille au lait d'avoine avec une indifférence désinvolte. « Je veux parler des emails envoyés à mes clients architectes. » Blanche tenta de rire, mais ses doigts tripotaient nerveusement la lanière de son sac à main de créateur. « Je ne sais pas de quoi tu parles. »« J'ai engagé une entreprise de criminalistique numérique », bluffa Apolline en regardant directement dans les yeux fuyants de Blanche. Leur analyse linguistique a fait correspondre la syntaxe de ces emails directement au texte de ton blog de style de vie. Reconnais-tu ta propre formulation, Blanche ? Blanche devint blanche comme un linge. Ce n'était pas mon idée. Nathalie m'a demandé de l'aider à rédiger les emails. Je les ai juste édités. Tu as aidé à détruire mon gagne-pain, dit froidement Apolline. Merci de l'avoir confirmé. Maintenant, je sais qui tenir pour légalement responsable. Apolline, attends. S'il te plaît. Je n'ai jamais voulu que ça aille aussi loin. Paniquant à l'idée qu'un procès public détruise sa marque d'influenceuse, Blanche sortit son iPhone et montra frénétiquement à Apolline toute la conversation e-message entre elle et Nathalie, détaillant chaque diffamation coordonnée et célébrant chaque client perdu. Jusqu'où voulais-tu que ça aille, Blanche ? Jusqu'à ce qu'il ne me reste plus rien. Blanche n'avait aucune colonne vertébrale face à de réelles conséquences juridiques. Elle a tout abandonné. Armée de preuves concrètes et horodatées, Apolline organisa une rencontre en personne avec son plus gros client commercial, un développeur d'hôtel-boutique qui avait récemment annulé un contrat à 6 chiffres. Apolline exposa les captures d'écran, les journaux IP et les échanges de SMS, prouvant qu'elle était la cible d'une campagne de diffamation d'entreprise malveillante menée par une maîtresse vengeresse. Pourquoi êtes-vous venu me dire cela en personne au lieu de faire envoyer une déclaration par un avocat ? Demanda le développeur en étudiant le dossier.
Parce que vous avez reçu les accusations directement, répondit Apolline d'une voix ferme. Une réputation professionnelle ne se restaure pas par une lettre type. Vous méritez la vérité en face. Le développeur sourit légèrement. Ce qui m'a convaincu, ce n'est pas seulement cette preuve, mademoiselle Leclerc. C'est le fait que vous vous soyez présenté en personne avec le courage de défendre votre travail. Il rétablit son contrat cet après-midi-là. Apolline retrouva sa réputation professionnelle grâce à sa propre ténacité, refusant les raccourcis condescendants que Grégoire et Julien lui avaient offerts. Sa confrontation finale avec Nathalie eut lieu dans un salon chic et bondé du centre-ville, un lieu que Nathalie avait choisi, supposant que le bruit ambiant diluerait tout drame. « Tu voulais ma vie », commença tranquillement Apolline de l'autre côté de la petite table à cocktail. « C'est vrai », admit Nathalie sans la moindre honte. « Pourquoi ne pas m'affronter directement ? Pourquoi les emails de diffamation anonyme ? Pourquoi les photos mises en scène ? » Nathalie sourit en remuant son martini. Parce que les conversations ne brisent pas les mariages. Un homme ne quitte pas sa femme pour une discussion. Il part quand sa femme devient gênante. J'ai simplement accéléré le processus. Grégoire cherchait déjà une issue. Peut-être, acquiesça doucement Apolline. Mais tu as manqué la vérité la plus importante, Nathalie. Même si Grégoire était parti avec toi sans le moindre complot, tu n'aurais toujours pas gagné. Le sourire de Nathalie vacilla. Et pourquoi ça ? Parce qu'il ne s'agissait jamais de Grégoire, dit Apolline avec une pitié calme. Tu ne l'aimes pas. Tu avais juste besoin de te prouver que tu pouvais prendre ce qui appartenait à quelqu'un d'autre et ne jamais en subir les conséquences. Tu ne voulais pas de mon mariage. Tu voulais juste te sentir victorieuse. Pour la première fois, Nathalie n'eut aucune répartie spirituelle. Elle fixa son verre, réalisant qu'elle avait perdu des mois à mener une guerre impitoyable qui ne lui avait rien rapporté de réel. Apolline demanda le divorce le même mois. Grégoire tenta de la supplier. Il se présenta à son studio, débraillé et désespéré. « Je vais couper les ponts avec Nathalie complètement. Nous pouvons tout recommencer à zéro, Apolline, s'il te plaît. » Recommencer à zéro pour faire quoi, Grégoire ? Demanda Apolline. Faire semblant que tu n'as pas conspiré avec Blanche pour voler le domaine de ta mère ? Faire semblant que tu n'as pas secrètement retiré mon nom de notre acte de propriété pour que je me retrouve sans le sou ? Je vais arranger l'acte. Je mettrai tout à ton nom. Il ne s'agissait jamais de la paperasse, Grégoire, dit Apolline en le regardant avec un détachement total. Pendant 7 ans, tu as construit un mariage qui exigeait que je reste petite, silencieuse et éternellement reconnaissante. Et à la seconde où j'ai dépassé cette cage, tu as cherché un moyen de te débarrasser de moi. Tu ne m'as jamais aimé. Tu aimais avoir une femme que tu pouvais contrôler. Elle rassembla ses dernières affaires et sortit sans se retourner. Ressentant non pas le vide, mais une liberté profonde et exaltante. Quand Nathalie apprit le divorce, elle supposa que Grégoire s'engagerait enfin avec elle. Au lieu de cela, Grégoire s'éloigna, consumé par des dettes personnelles et la prise de conscience que Nathalie l'avait manipulé aussi froidement qu'il avait manipulé Apolline. Blanche, coupée financièrement par Evelyne après que son rôle dans le complot ait été exposé, se retrouva isolée. Le grand projet de Nathalie s'effondra en cendres. Suite au divorce finalisé, Apolline et Julien s'affichèrent ensemble au grand jour, sans secret. Ambre et Prune s'attachèrent rapidement à Apolline, surtout après qu'Apolline ait aidé les filles à redécorer leur chambre partagée en utilisant les croquis qu'elles avaient dessinés ensemble. Prune obtint son mur d'accent rose pastel, et Ambre un coin lecture intégré sur mesure rempli de livres. Pourtant, Apolline ne se précipita jamais pour remplacer leur mère, respectant leurs limites avec une grâce patiente. 6 mois plus tard, Apolline obtint un prestigieux contrat de design commercial à Bordeaux, une opportunité de carrière déterminante pour superviser l'architecture intérieure d'un important développement de condominium de luxe. Elle craignait que Julien ne lui demande de le refuser. Au lieu de cela, il la serra dans une étreinte chaleureuse. « Tu dois l'accepter. Les filles et moi serons là pour t'encourager. Et si le projet me retient là-bas pendant plusieurs mois ? Alors nous trouverons une solution pour les trajets ensemble, en équipe. » Apolline pleura non pas de chagrin, mais de la prise de conscience de l'immense différence entre les deux hommes. L'un avait exigé qu'elle se rétrécisse pour s'adapter à son ego. L'autre l'aimait assez pour lui donner l'espace de s'envoler. La période à distance les mit à l'épreuve.
Les appels FaceTime tard le soir après des inspections de chantier de 14 heures étaient épuisés et brefs. Ils eurent de petits désaccords sur des appels manqués, mais à chaque fois, ils choisirent la communication ouverte plutôt que le ressentiment. Lorsque le projet d'Apolline à Bordeaux se termina, Julien, Ambre et Prune l'attendaient sur le quai de la gare, tenant une immense banderole de bienvenue peinte à la main. Là, sur le quai animé, Julien s'agenouilla et sortit une petite boîte en velours de la poche de son manteau. « Je ne peux pas te promettre une vie sans défi, Apolline, » dit Julien en levant les yeux. « Mais je peux te promettre ceci. Je ne laisserai jamais des voix extérieures ou mes propres insécurités prendre des décisions pour nous. » Les larmes coulaient sur le visage d'Apolline alors qu'elle regardait les visages rayonnants des jumelles. « Et si mon travail m'emmène à nouveau loin, alors nous faisons nos valises et nous venons avec toi, » sourit Julien. « N'est-ce pas, les filles ? » « Oui, » acclama Prune. Pour le 75e anniversaire d'Evelyne, la famille se réunit une fois de plus au domaine de la vallée de Chevreuse. Grégoire était là, assis tranquillement dans un coin éloigné du porche, son ancienne arrogance complètement effacée. Blanche était assise encore plus silencieusement, ayant perdu le soutien financier de sa mère et son statut d'influenceuse tape à accent grave l'œil. Avant le début du dîner, Evelyne plaça une clé en laiton dans la paume d'Apolline devant tout le monde. « Evelyne, c'est ta maison, » dit doucement Apolline. « La maison principale est à moi, » déclara Evelyne avec une autorité inébranlable. « Mais la remise et la cuisine d'été t'appartiennent à partir d'aujourd'hui. Vis avec Julien et les filles en ville, mais ce studio de design est à toi. Personne ne te volera plus jamais ton crédit. » Blanche leva timidement les yeux. « Maman, et moi. »« Tu es la bienvenue pour visiter, » répondit Evelyne d'un ton égal. « La porte d'entrée est ouverte, mais les clés restent avec Apolline jusqu'à ce que tu apprennes à traiter la famille. » Apolline regarda Julien, Ambre et Prune jouer près du jardin, et la ferme qui avait failli être le théâtre d'une trahison familiale dévastatrice. Elle était arrivée ici 1 an plus tôt, s'attendant à découvrir l'infidélité de son mari. Mais dans le processus, elle avait découvert sa propre valeur, réalisant combien d'années elle avait passé à se rétrécir pour s'intégrer dans le petit monde de quelqu'un d'autre. Julien s'approcha, glissant ses doigts dans les siens. « Est-ce notre deuxième chance ?» demanda Apolline. Julien secoua la tête. « Non, c'est notre première vraie chance parce que pour la première fois, nous nous choisissons librement, sans peur. » Apolline transforma la remise en « Apolline Leclerc intérieur ». Le premier client à franchir la porte fut un voisin de la route de campagne qui voulait restaurer son Porsche. Apolline traita ce modeste travail local avec le même dévouement qu'elle accordait au développement de plusieurs millions d'euros. L'été suivant, Julien et Apolline se marièrent sur la pelouse derrière la ferme, sous les branches étendues du vieil érable à sucre où Apolline s'était autrefois assise le cœur brisé, trouvant la force de reconstruire sa vie. Ambre prononça fièrement un discours sincère qu'elle avait répété pendant des semaines, et Prune tint les alliances avec une fierté solennelle. Alors que le soleil se couchait derrière les collines, jetant une lumière dorée sur le porche, Apolline regarda la cour, tenant la main de Julien, sachant avec une certitude absolue que le véritable amour n'exige pas que vous disparaissiez. Il vous donne le terrain pour vous tenir debout.